Mon cher Gustave, toi qui es resté au village pendant mon petit séjour parisien, tu t'attendais pas à ce que je t'envoie une lettre d'ici en guise de chronique cette semaine, mais il m'est difficile d'aborder un autre sujet que ce séjour dans la capitale, qui illustre ce qui nous anime tous plus ou moins en province quand nous parlons de Paris. C'est le cas depuis toujours d'ailleurs, ça remonte au Moyen-Âge, c'est une rancœur assez sourde et qui n'est pas sans fondement et qui n'est pas sans conséquence non plus sur la façon dont les choses vont tourner en France. D'abord, je précise que je suis monté ici pour raison familiale, pour voir ma mère de 91 ans pendant 5 jours, donc pas par simple fantaisie de touriste, en me disant tiens si j'y allais. Normalement l'un de mes frères habite ici avec elle, mais là il est requis en province et donc j'ai promis d'assurer le relais auprès d'elle. Première étape, je me fais tester avant de partir par égard pour son grand âge. Le président dit que c'est gratuit et sans ordonnance. Évidemment tu parles, c'est 25 € pour l'ordonnance et 75 pour le test, donc le président a menti une fois de plus à la nation. Donc pour ne déranger personne, je prends un hôtel pas trop loin de chez elle et le 31 juillet, après presque 8 heures de route, j'arrive sur les boulevards de ceinture de Paris par un temps radieux pour apprendre par un panneau lumineux que la ville est interdite aux véhicules qui n'ont pas la vignette 1 ou 2. Hélas, j'avais moi la vignette 3 parce que ma voiture est de 2004. Donc à 15 km de Paris, sans le moindre avertissement préalable, après 7 heures de route, vous devriez normalement vous plier à la règle issue de 4 cerveaux malades à la mairie ou à la préfecture, c'est-à-dire camper quelque part au pied de votre voiture pleine de bagages sur un terrain vague avec votre chien, mais hors de Paris, le temps que ces messieurs-dames décident que l'air est suffisamment pur pour leurs bronches et pour que vous puissiez reprendre votre voyage. Il va de soi que j'ai pas obéi, évidemment, que je suis entré dans Paris le même jour pour prendre possession de ma petite chambre d'hôtel et pour filer voir ma mère aussitôt, laquelle ne peut pas se débrouiller seule pour les médicaments, la télévision, les repas et tout ce qui est nécessaire à sa vie quotidienne. Donc en arrivant, je me suis dit ouf, puisque me voilà dans la place sans avoir été arrêté par des policiers à qui j'aurais dû expliquer pourquoi j'étais quand même entré dans Paris maintenant que je suis garé. Attendons demain pour déplacer la voiture. On ne peut pas me verbaliser quand même pour être déjà dans Paris un jour d'interdiction. C'est une interdiction de circuler, pas de séjour, pas de stationner. En plus, me suis-je dit, tu te le serais sans doute dit toi-même, mon cher Gustave, puisque je suis contraint à stationner, à ne pas circuler aujourd'hui, même pas pour quitter cette ville livrée à une horrible pollution à laquelle j'ai contribué en parvenant jusqu'ici avec ma vignette numéro 3, je vais bénéficier au moins du stationnement gratuit puisqu'on me l'impose. Eh bien non, mon cher Gustave, ce qui caractérise la vie sociale d'aujourd'hui, c'est qu'on t'impose partout des trucs payants dans cette démocratie censitaire qui est devenue le Paris d'aujourd'hui. Censitaire, c'est-à-dire où le citoyen qui peut payer a tous les droits, mais où celui qui n'a pas un rond n'en a aucun. Une démocratie où les hauts fonctionnaires, je te le rappelle, sautent de taxi en taxi sur note de frais pour 40 000 € par an. Démocratie scandaleusement refermée sur ses privilèges, où on t'impose de ne pas bouger de ta place de parking pour raison de pollution, mais où tu es taxé pour y rester. Taxé de combien, me demanderas-tu? Eh bien, entre 25 et 30 € par jour. Et encore, je te brosse le tableau au complet là. Quand j'explique à ma mère ce scandale au moment d'aller déjeuner dans un restaurant près de la Tour Eiffel, elle me dit « Ah non, non, je tiens à payer le parking avec ma carte bleue. Déjà que tu as traversé la moitié de la France pour prendre soin de moi et que tu passes pour un malfaiteur de ne pas l'avoir fait dans une voiture neuve, au moins, je vais te payer le parc-mètre. » Et là, mon cher Gustave, ça se complique un peu parce que nous voilà sur le trottoir, moi, mon chien, ma mère, un peu courbée quand même, plus de 90 ans, mais 1,60 m avec des talons. Or, elle n'en porte pas ce jour-là, devant le parc-mètre, le parc-mètre. La rue est vide, nous sommes le 31 juillet, je t'ai fait des photos, tu vas voir. Donc déjà l'absence de gratuité est un scandale, outre le fait que le stationnement soit obligatoire, mais comment le payer, autre problème. Ma mère s'aperçoit que pour voir seulement l'écran du parc-mètre et comprendre ce qu'on lui demande, il faudrait non seulement des lunettes, mais un tabouret à cause de sa taille. Le ministère de l'Intérieur a décidé que les petits et les vieux étaient des citoyens au rabais, au sens propre, hein. Du coup, ils ont rehaussé les parcs-mètres. Et moi, je m'avise que même si je la tenais comme un enfant dans mes bras sous les aisselles pour lui permettre de faire son code après avoir dicté le numéro de ma voiture, elle ne pourrait pas taper son code parce que la ville de Paris non seulement te raquette à 30 € par jour pendant les vacances, mais avec tout cet argent est incapable de payer quelqu'un pour nettoyer le clavier où l'on tape le code. Il est illisible, plus aucun chiffre parce qu'il est trop sale et ma mère est terrifiée à l'idée qu'au 3e code erroné, elle va perdre sa carte bleue. Et là, je vois passer une voiture marquée
marqué Ville de Paris avec 2 types dedans à qui j'expose le problème et qui me disent si on vous avait arrêté pour mauvaise vignette, de toute façon il vous suffisait d'expliquer le cas de votre mère qui ne peut pas se passer de vous et vous n'aviez aucune amende à payer, on n'est pas des bourreaux quand même et on déteste en plus ces gens de là-haut, là, de la hiérarchie comme vous. Alors il portait pas de masque et moi non plus évidemment, nous avons continué un petit peu sur ce ton-là. Il m'a même dit de toute façon le masque ne protège que ne vous protège que des amendes. Les gens font semblant partout, ils gardent le même masque depuis 3 semaines, ils le remettent quand on arrive. Et lui dit je le parc-mètre même pas gratuit alors qu'on m'oblige à stationner, vous trouvez ça normal ? Alors ça, me dit l'un d'eux, je suis bien d'accord avec vous, l'an passé, quand il y avait des restrictions de circulation, les gens étaient déjà punis de laisser leur voiture au parking, mais on leur faisait rien payer, tandis que maintenant, tout est devenu privé, on ne sait même plus qui décide. Et là, le type m'a dit, un agent de la ville de Paris, ce type, si vous saviez comment on a assez de ce club de mafieux qui vote là-haut pour le chef du clan, par exemple, je vais vous dire, monsieur, parce que vous m'êtes sympathique, toute la presse en fait des tonnes en ce moment à propos de ce Christophe Girard, l'adjoint à la culture de la ville de Paris, qui aurait payé des repas gratuits à Gabriel Matzneff et qui aurait intrigué pour lui obtenir 15 ans de subvention annuelle. Mais ce que la presse ne vous dit pas, c'est que ce Girard qui vient de démissionner de la ville de Paris était l'âme damnée de LVMH, Saint-Laurent, Berger, etc. pendant des années et qu'il mélangeait la ville de Paris à des opérations purement commerciales. La police municipale l'arbinait littéralement pour le compte de Vuitton. La maison Vuitton a essayé d'ailleurs de faire pareil à Moscou en 2013 où elle a installé une malle Vuitton de 9 mètres sur la place Rouge et le type me précise entre 2 phrases « Oui monsieur, je suis membre du Parti communiste, autant vous le dire ». Eh bien les Russes ont dit « Vous pliez votre bazar, là la ville de Moscou n'est pas faite pour ça ». Tandis que visiblement la ville de Paris, elle est faite pour ça et personne ne proteste. La ville de Paris, en vérité, est devenue la chose, la créature, la pute de LVMH. LVMH va jusqu'à traquer et faire espionner les opposants. Un type du ministère de l'Intérieur que je connaissais très bien, Squarcini, a été recruté par le groupe et va ensuite espionner, infiltrer des journaux prêts à révéler certaines choses. On est en plein dans la sécurité privée. Ils font tout entre eux, mais surtout ils font la loi. Chez LVMH, vous avez 2 salariés licenciés qui ameutent un syndicat un jour. Le syndicat décide d'aller poser des questions lors d'une assemblée des actionnaires. Et là, LVMH fait quoi? Il arrive à mobiliser les renseignements, les services de l'État, des voitures de police en pagaille pour empêcher les gens de prendre le micro lors d'une assemblée d'actionnaires contre la direction de la maison. Mais on est tombé sur la tête. Il faut que la France reprenne la main. Paris est devenu une espèce de forteresse où l'argent fait ce qu'il veut. Ainsi m'a parlé donc ce brave agent communiste de la ville de Paris, tout en me disant, maintenant pour votre problème là de jour de pollution interdit, vous voulez que je vous montre, il sort une tablette. Bon déjà nous sommes le 31 juillet, c'est un jour de départ en vacances. Il y a des milliers de gens donc qui ont une voiture classée 3 comme la vôtre et qui prennent le volant pour aller voir leurs parents en province ou pour aller à la plage. C'est comme vous qui venez de voir votre maman. Et donc c'est un jour de grand départ, et bien c'est ce jour-là que la préfecture choisit pour décider que la moitié du parc des voitures ne peut pas circuler pour raison de pollution. Ensuite, je vais vous montrer un truc, et là il me montre en effet sa tablette, et il me dit « Les gens ne sont vraiment pas curieux quand même, on vous dit vous ne pouvez pas circuler parce que l'air est trop pollué ». Mais il existe un service officiel pour vérifier le degré de pollution de la ville, ça s'appelle AirParif, et vous avez toutes sortes de tableaux en temps réel avec l'heure dans un coin. Et là, pour Paris, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? Et alors, il me montre, eh bien, vous voyez que c'est pratiquement vert partout sur Paris intramuros, à l'heure où nous parlons. Donc, non seulement ils empêchent les voitures des pauvres de circuler, du jour au lendemain, comme ça, sans prévenir les gens qui sont déjà partis et qui ont déjà réservé dans un hôtel, mais c'est pour des raisons de pollution entièrement mensongères. Je n'invente pas, me dit-il, regardez. En effet, c'était vert jaune et pas rouge et violet. Je vais vous montrer la carte. Bon. Là-dessus, j'ai repris ma mère sous le bras, qui me demandait qu'est-ce qu'il a dit, et nous sommes allés déjeuner en prenant ma voiture quand même pour faire 2 kilomètres. Mais le soir, après toutes les précautions que réclament les vieilles personnes, à qui il faut laisser des papiers partout sur les portes, ne pas toucher, ne pas ouvrir, ne pas sortir seul, à la fin de la journée, disais-je, un peu crevé, je m'abats sur le lit de ma chambre pour regarder une chaîne d'information à la télévision. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois un hôtelier parisien, genre petit hôtel comme le mien, qui se plaint en disant que la clientèle étrangère n'est pas venue cette année, mais que contrairement aux hôteliers de sa catégorie en province, il n'a pas pu faire le plein avec la clientèle française et que donc, comme la moitié des hôtels à Paris, il se demande s'il ne va pas fermer.
Et là, mon cher Gustave, j'ai quand même eu comme un sursaut gamma du jugement. Je me suis dit, c'est incroyable. Les hôteliers parisiens pleurnichent sur le fait que la clientèle française ne vient pas, mais ils laissent les imbéciles de la préfecture et de la ville de Paris traiter les visiteurs provinciaux comme des malfaiteurs s'ils ont une voiture trop vieille, s'ils ont réservé une chambre pour 3 nuits du 31 au 3 août. On leur dit, votre réservation certes est payée, mais il est trop tard pour annuler et vous ne pouvez pas entrer dans Paris quand même. C'est Anne Hidalgo qui l'a dit. Votre stationnement n'est pas gratuit non plus, même si votre voiture est clouée au trottoir. Bon alors Gustave, je te refais pas le tableau, mais je le complète par deux observations que j'ai l'impression d'avoir entendues de ta bouche, tant elles sont conformes à ce que tu me dis d'habitude. D'abord les hôteliers parisiens, si les hôteliers parisiens de moyenne et de petite catégorie, pareil pour les artisans, les gens modestes, les fournisseurs, veulent retrouver une clientèle française, ils n'ont qu'à s'arranger pour destituer de force l'oligarchie qui tient la ville, parce que moi, la clientèle proprement française qui aurait envie de visiter Paris au mois d'août, eh bien je le lui déconseille formellement par expérience. Tout est fait dans cette ville pour infliger aux gens normaux et modestes une humiliation permanente. Quand ils voient une paire de mocassins dans une vitrine, déjà elle vaut 150 €. Quand ils prennent leur voiture, elle est trop vieille, elle pollue trop, le parking coûte 30 € par jour. On ne peut pas lire les parcs-mètres qui sont souillés, comme d'ailleurs le sont la moitié des rues parisienne par les ordures, l'hostilité des gens, des gardiens de square, des gardes-chiourmes à l'entrée des lieux publics où on doit mettre un masque évidemment en ce moment, tout à Paris est à peine croyable de grossièreté et de méchanceté. Donc un conseil, n'allez pas à Paris si aucun devoir professionnel ou familial ne vous y oblige. Laissez donc ces gens pourrir dans le mépris de leurs compatriotes. Dans les derniers mois, l'an dernier, il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité, comme aurait dit Jodassin, la ville était vouée au Airbnb, au mondialisme, aux bobos, à tous les riches de la terre entière et accessoirement aussi aux miséreux qui faisaient la queue devant les services sociaux. Eh bien depuis, les Parisiens ont voté pour qui leur ressemble, pour leur chef mafieux habituel, et maintenant, après 3 ou 4 mois de crise sanitaire, ils se retrouvent privés de leur clientèle internationale face aux migrants qui souillent les rues et sans le secours des provinciaux qu'ils conjurent à genoux de revenir séjourner dans la ville. Eh bien, pas question. En tant que provincial qui a fait le tour du problème et qui accessoirement a fait aussi toutes ses études à Paris dans les années 70, mon cher Gustave, je leur dis, n'y allez pas, tant pis, laissez-les régler le problème tout seul en destituant par la colère les gens de la mairie de Paris et de la préfecture qui ruinent la population en transformant la ville en une sorte de sanctuaire invivable. Et là, j'ajoute, mon cher Gustave, en ayant l'impression de parler pour toi, Paris appartient à la France, Paris est la propriété du pays. On parle volontiers de territoire perdu de la République, mais en ce moment, c'en est un. Les gens normaux, les Français de vieille souche, se sentent hors la loi à Paris, alors que c'est une partie de leur âme, de leur histoire. Ils ne peuvent plus y mettre les pieds physiquement, et ils en sont chassés moralement par les allusions, les reportages de la télé qui montrent à quel point ce monde-là qui mélange la finance, le journalisme, la politique est cohérent, dîne ensemble, ménage ses propres intérêts et néglige tous ceux des autres. Pour finir par un paradoxe amusant et prémonitoire, mon cher Gustave, qui ressemble exactement à ce que tu m'aurais dit au café il y a un an, les voitures à vignette 3, orange donc, étaient déjà interdites à Paris pendant une journée ou deux pour cause de pollution. Or, pendant au moins une de ces journées d'interdiction, l'atmosphère de la capitale était pourtant irrespirable. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Eh bien parce que tout brûlait tout simplement. Il y avait de la fumée noire partout à cause des émeutes. Et là j'ai l'impression qu'Air Paris va être dépassé un jour ou l'autre à l'automne par des phénomènes un peu étrangers au pot d'échappement. À bientôt mon cher Gustave, je rentre demain et crois-moi, ce n'est pas trop tôt.